Merci, cher Président. Merci beaucoup de me donner la parole. Et merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un très grand plaisir d'être ici. Alors, merci à EDIA, merci à la faculté, merci à l'Association tunisienne des droits constitutionnels. C'est toujours un très grand plaisir d'être parmi vous. Et comme les venez de dire d'une façon informelle ici, les doyens Fadel Moussa, on a une convention signée entre l'Université des Siennes et la faculté ici, et notamment on l'a signée lorsqu'il était les doyens, il l'a signé, et nous faisons des échanges, c'est vraiment un plaisir de partager. Et aujourd'hui, excusez-moi pour mon français, que c'est toujours un peu difficile, un peu italo-français, je ne sais pas, c'est pas franco-français, c'est italo-français cette fois-ci. Oui, aujourd'hui, on parle de ces sujets que malheureusement, on peut dire, il s'agit d'un sujet d'actualité un peu partout dans le monde. On a déjà exploré quelques régions du monde et c'est le tour de l'Europe en ce moment. Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai 5 points. Premier, peut-être il faut dire quelque chose sur cette crise qu'on appelle souvent aussi des régressions démocratiques. Qu'est-ce que cette régression en Europe? Deuxième, je vais présenter d'une façon très rapide et je demande à Monsieur le Président de me faire signe quand il manque 5 minutes, s'il vous plaît, de me prévenir. Ainsi, je peux ne dépasser pas le temps qui m'a été confié. Et alors, je vais dire quelque chose d'une façon très rapide sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé, surtout dans des pays européens qui sont les plus affectés. Et troisième, l'effet qu'il y a des mécanismes à niveau européen, soit dans le Conseil de l'Europe, soit dans l'Union européenne pour la protection de l'état de droit. Et finalement, quelles sont les faiblesses de l'état de droit qui ont conduit à cette situation pour parler un peu des solutions, s'il y en a en conclusion. Alors, le premier point, l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Je pense qu'en Europe, on peut parler, lorsqu'on parle de cette crise, on peut parler de régression, oui, car il s'agit d'une marche en arrière. Alors, tandis que dans d'autres parties du monde, peut-être, ce n'est pas une marche en arrière, car on n'avait pas fait une marche en avant. Alors ici, oui, on peut dire qu'il s'agit d'une régression. Le mot qu'on utilise souvent en anglais, on utilise backsliding, souvent. Et oui, en Europe, c'est ça. Alors, mais régression de quoi? On parle souvent de régression démocratique, mais en Europe, il s'agit plutôt d'une régression de la démocratie constitutionnelle, c'est-à-dire de l'état constitutionnel des droits. Car ce qui est menacé, attaqué et en recul, c'est surtout les piliers des checks and balances, des contre-pouvoirs. Ce n'est pas la démocratie électorale, ce n'est pas là les problèmes. Les problèmes, c'est dans l'autre pilier que c'est plutôt le constitutionnalisme, l'état constitutionnel des droits. Et il faut aussi souligner qu'en Europe, j'écris ici quelles étapes, c'est-à-dire les processus de cette régression de l'état constitutionnel des droits passent par les droits. C'est-à-dire ce ne sont pas des coups d'État, mais ce sont souvent des réformes, si on peut utiliser ces mots, des changements à niveau normatif, soit des réformes constitutionnelles, soit des réformes législatives qui sont les outils
pour cette régression, pour limiter les checks and balances et pour concentrer les pouvoirs dans les mains des gouvernements, dans les mains des majorités politiques, c'est-à-dire il y a des élections libres, une majorité, et on peut utiliser le mot populiste, hein, mais il faudrait dire une majorité populiste des droites, souvent des extrêmes droites, est élue, et il cherche à ne jamais quitter le pouvoir. Hein. Et comment est-ce qu'elle le fait? Par des réformes législatives, des réformes constitutionnelles, s'il y a une majorité, une supermajorité, une majorité suffisante. Hein? Alors, on a utilisé les mots en anglais autocratic legalism pour décrire cette situation. Hein? Et les objectifs ciblés par les attaques en Europe sont principalement les cours constitutionnels et les pouvoirs judiciaires et les autorités indépendantes. Et on a aussi utilisé les mots souvent des abusive constitutional courts pour décrire ces constitutionnalismes abusifs, ces cours constitutionnels abusifs, une fois capturés par les majorités politiques. Alors, il y a aussi d'autres États, ce n'est que l'Hongrie et la Pologne qui sont en ces processus de régression. Il y a aussi d'autres États, mais certainement les niveaux de régression de l'Hongrie et la Pologne est les plus avancés. Et les deux pays, il y a des différences. Mais il y a aussi des similarités, et je vais plutôt souligner les similarités ici. Et je ne vais pas détailler les causes. Hein. Pourquoi ces deux pays, et surtout la faiblesse des transitions démocratiques du régime communiste aux années 90. Et on a souligné des éléments très intéressants, mais que ce n'est pas ici, et je n'ai pas le temps de les détailler sur les causes. Et surtout, par exemple, peut-être ça c'est intéressant pour ce qu'on venait d'apprendre sur la possibilité, l'espoir, la nécessité de nouveaux contrats sociaux en Afrique. Ce qui est manqué peut-être aux années 90 dans ces pays anciens communistes, c'est un nouveau contrat social. Car on avait trouvé pendant la transition des accords politiques, mais surtout des accords pour une transition économique, à une économie de marché. Hein, c'était ça, avec l'objectif de l'entrée, de l'adhésion à l'OTAN, de l'adhésion à l'Union européenne, un niveau d'objectif politique, mais on n'a jamais eu un consensus sur les valeurs, et surtout sur les valeurs démocratiques. Alors, il n'y a jamais eu un véritable processus constitutionnel, on pourrait dire, si on considère un processus constitutionnel comme un processus de consensus autour des valeurs communes, comme un véritable, j'utilise le mot latin, pactum societatis. On n'a jamais fait ça. Alors, souvent, on parle de cette faiblesse dans ces pays anciens communistes à l'égard de la manque de consensus sur les valeurs. Alors, l'Hongrie, alors la déception et tout ça, hein, plus tard, la déception du peuple et le populisme.
Et l'Hongrie, 2010, je ne vais pas détailler, mais tous les deux pays avaient des démocraties plutôt stabilisées jusqu'à cette époque. Je ne vais pas détailler tout ça, mais ils avaient des cours constitutionnels, ils avaient l'opposition, ils avaient une pluralité des partis politiques. Alors, ils étaient des pays qui, selon les indicateurs dont on nous a parlé et dans la première communication, c'était bien. C'était des pays démocratiques et plutôt stables. Alors, une majorité politique gagne les élections. Il y a une loi électorale qui lui donne une super majorité dans le Parlement. Ce sujet de la loi électorale est très important dans ces deux pays, car surtout, on va le voir en Pologne, la majorité est gagnée et dans les urnes était très faible par les PiS, c'était les 35%, et quand même, il a eu la majorité absolue des sièges, tandis qu'en Hongrie, c'était une majorité électorale plus importante, mais la majorité parlementaire, en conséquence de la loi électorale, c'était encore plus important, c'était les 2 tiers. Et par cette majorité des 2 tiers, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé 2 choses. Dès le début de 2011, alors c'était 2010, les élections de 2011, on a commencé à démanteler la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été ciblée et en 3 ans, la majorité gouvernementale a contrôlé la Cour. Il y a eu pas mal de mesures. D'abord, en 2011, c'était des lois et des lois constitutionnelles. Plus tard, en 2012, une nouvelle constitution est entrée en vigueur. On a adopté une nouvelle constitution par majorité parlementaire des 2 tiers, sans référendum, sans rien du tout, sans chercher le consensus de l'opposition. Une nouvelle constitution qu'on appelle loi fondamentale et qu'on considère du point de vue des droits comparés et par la doctrine, une constitution contraire aux valeurs de l'état des droits, de l'état constitutionnel des droits. Il y a pas mal de normes, pas que dans l'organisation de l'État, mais aussi et dans la partie sur les droits et libertés. Il y a un préambule vraiment fondé sur l'identité ethnique de l'Hongrie, quelque chose qu'on n'arrive pas à y croire qui puisse exister en Europe. Cette constitution de l'Hongrie, si on va lire cette constitution, on se demande, mais est-ce qu'on est en Europe au XXIe siècle, hein, car c'est une constitution vraiment contraire aux valeurs de la démocratie constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a été capturée, et plus tard aussi les pouvoirs judiciaires. Je n'ai pas le temps ici de présenter toutes les mesures pour capturer la Cour constitutionnelle et les pouvoirs judiciaires, mais notamment on a baissé l'âge pour la retraite. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs pays. Et à niveau des cours constitutionnels, on a limité les compétences de la Cour constitutionnelle qui ne peut plus contrôler les lois des finances. Et les lois budgétaires, et il n'a plus un actio popularis tel qu'il avait avant, et toute la jurisprudence précédente a été annulée. Et par une loi fondamentale, une loi constitutionnelle, on a dit toute la jurisprudence de la Cour constitutionnelle hongroise précédente est annulée, ne peut plus être utilisée comme précédent. La raison qui a été donnée, c'est qu'il y a une nouvelle constitution. Alors, il y a une nouvelle constitution. Alors, toute la jurisprudence qui avait été adoptée par la Cour constitutionnelle hongroise, qui était une Cour constitutionnelle très reconnue dans le monde, a été annulée et ne peut plus être utilisée. Et alors, vraiment, la Cour a été capturée. Et une fois la Cour capturée, il s'est transformé en source de légitimation des politiques gouvernementales qu'elle a approuvées, sanctionnant la constitutionnalité. Alors, ce n'est que de neutraliser la Cour constitutionnelle, mais une fois capturée, elle a commencé à valider toutes les autres mesures
législatives adoptées par les gouvernements, soit à niveau d'attaque à l'indépendance des pouvoirs judiciaires, mais aussi dans les domaines substantiels, droit, limitation des droits et libertés. Et ce qui est très important en Europe, et on va le voir dans le point suivant, la Cour constitutionnelle a été aussi l'outil utilisé pour éliminer toute interférence de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. C'est la Cour constitutionnelle qui a dit qu'on ne peut pas appliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et même les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en Hongrie, car ils impactent sur l'identité constitutionnelle de l'Hongrie. Alors, on a introduit ce concept d'identité constitutionnelle par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle capturée. Plus tard, par une réforme constitutionnelle, on l'a aussi introduite dans la Constitution hongroise. Et ce qui est très intéressant par cette Cour constitutionnelle capturée, il a aussi emporté d'une façon abusive la notion d'identité constitutionnelle qui avait été développée par la Cour constitutionnelle allemande. Alors, on a fait du droit comparé abusif, car on a dit, on a cité, on a fait référence à l'Allemagne et on a dit ça. On a dit, nous aussi, nous avons notre identité constitutionnelle en nous qui se fonde dans notre histoire constitutionnelle. Et alors, nous ne pouvons pas accepter que les cours européennes nous disent qu'est-ce que c'est l'état de droit. En Pologne, ça va être très compliqué, super compliqué. Mais en Pologne, c'est passé un peu quelque chose de pareil, mais dans un cadre dans lequel les partis au pouvoir n'avaient pas la majorité, la supermajorité pour la réforme constitutionnelle. Alors, c'est plutôt à niveau législatif qu'on a commencé à adopter des mesures contraires à la constitution polonaise et pour limiter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et comment est-ce qu'on a fait? On a fait ça par la capture de la Cour constitutionnelle. On a commencé, en 2015, on a commencé, c'est vraiment quelque chose illégitime, car les parlements avaient élu, les juges sont tous élus par le Parlement en Pologne, les juges de la Cour constitutionnelle, par majorité simple, pas qualifiée. Mais le Parlement avait élu avant la fin de la législature, en 2015, 5 juges, et le président de la République, qui avait déjà été élu par la majorité antidémocratique, il n'a pas laissé ces juges jurer. Il a refusé. Et alors, le nouveau Parlement a élu 5 nouveaux juges qu'on considère des faux juges constitutionnels. Et le président les a laissés prêter serment. Et alors, la Cour constitutionnelle a refusé de les intégrer, mais l'année suivante, des juges de la Cour constitutionnelle ont terminé leur mandat, et alors de nouveaux juges élus par la majorité parlementaire les ont remplacés, et ils ont accepté les 5 faux juges. Ils les ont intégrés. Une fois la Cour constitutionnelle capturée, il a commencé à valider toutes les mesures sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, pour terminer, il y a pas mal d'études sur ça. Ça, c'est vraiment un grand sujet en droit comparé un peu partout dans le monde, la capture des cours constitutionnelles. Et il faut considérer, pour terminer, deux éléments que je n'ai pas le temps à présenter. Alors, premier, l'Europe, c'est une tendance, la même tendance qu'on trouve dans d'autres pays. Les attaques aux cours constitutionnels suprêmes, on les trouve au Brésil, en ce moment c'est le Mexique, par exemple, où les juges sont ciblés. La différence en Europe, mais je n'ai pas le temps de la présenter, c'est qu'il y a des institutions pour la protection de l'état de droit à niveau européen.
soit dans les conseils de l'Europe, où on trouve la Commission de Venise, on trouve la Cour européenne des droits de l'homme par l'article 6 de la Convention européenne, soit à niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne a développé beaucoup de mécanismes de conditionnalité et pour essayer de limiter cette crise de l'état de droit dans ces deux pays, mais aussi dans d'autres, hein, car il y a aussi d'autres pays qui sont sur ce chemin. Mais je pense que, nonobstant cette spécificité européenne, le problème est plus vaste, car les problèmes, c'est un problème, je ne vais pas les détailler, mais c'est un problème un peu partout d'accepter des institutions contre-majoritaires. C'est-à-dire, je pense, j'introduis cet élément. Est-ce que c'est le populisme, les gouvernements populistes dans ces attaques à l'état de droit constitutionnel, aux cours constitutionnels, sont quelque chose, c'est unique, c'est nouveau? Est-ce qu'il y a, ou il y a déjà quelque chose très bien enraciné, une difficulté dans l'état constitutionnel des droits, même dans d'autres contextes, hein? Et vraiment, je m'excuse car c'est en espagnol ici, je n'avais pas traduit, mais c'est-à-dire, il y a toujours cette tension, les institutions contre-majoritaires sont toujours ciblées. Et alors c'est une question, hein, que je pose. Est-ce qu'il y a des nouveautés avec le régime populiste ou il y avait ça c'est déjà quelque chose qui existe un peu tout le temps dans la démocratie constitutionnelle. Les solutions, ici, je termine par ça, quelles sont les solutions? Les cours dans tout le monde sont en train un peu de développer des instruments, des outils pour se défendre. Alors, il y a plusieurs niveaux pour répondre à cette situation. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire certainement il faut un cadre institutionnel plus fort, certainement, et ça c'est IDEA et tout ça. Mais les cours elles-mêmes aussi sont en train de développer des outils pour se défendre. Parmi ces outils, et je termine par ça, c'est la communication des cours constitutionnels. La communication, les cours, mais pas que de la communication des arrêts des cours constitutionnels, mais c'est aussi une pédagogie constitutionnelle que les cours elles-mêmes sont en train de développer. Peut-être ce n'est pas un outil si fort, mais c'est déjà quelque chose. Les cours cherchent un dialogue direct avec la société. Et certainement, il faut aussi que cette pédagogie constitutionnelle soit développée par d'autres acteurs, soit des acteurs comme ID et d'autres organisations qui travaillent dans ce domaine, et par les universitaires. Nous sommes ici pour ça. Car enfin, je reviens à ce qui a déjà été dit avant, ce n'est que la mobilisation de la société civile pour défendre et protéger les cours constitutionnels qui peut les aider dans cette résistance. Alors l'expérience européenne nous montre que oui, avoir des institutions internationales telles que le Conseil de l'Europe, l'Union européenne peut aider, mais ce n'est pas l'élément décisif. Car toutes les décisions enfin qui ont été prises ne sont pas appliquées dans les deux pays. Et peut-être la Pologne, c'est le pays à étudier, à suivre, à considérer en ce moment qu'est-ce qui est en train de passer en Pologne, car peut-être c'est cette mobilisation de la société civile qui enfin a protégé les institutions, pas la Cour constitutionnelle malheureusement, mais les pouvoirs judiciaires, oui. Et enfin, la nouvelle majorité démocratique a gagné les élections. Et alors, la Cour constitutionnelle polonaise, en ce moment, c'est plutôt un obstacle à la protection de l'état de droit en Pologne. On verra qu'est-ce qui va passer, mais certainement, ce dialogue entre les cours et la société civile, je pense que c'est un outil très important pour protéger les cours elles-mêmes. Merci beaucoup, je m'excuse car c'est toujours difficile de rester dans les 20 minutes.